C'est surtout cela que je veux retenir pour conclure cette intervention. Cet optimisme de la volonté et le plaisir. Bonjour Philippe Vattrelot. Bonjour Claude Tran. Tu viens de présenter à l'occasion de la 7e journée de l'innovation une synthèse du 3e rapport du CNIRE avec pour titre « Innover pour une école plus juste et plus efficace ». Moi, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur ce concept d'innovation. Oui. L'innovation, j'ai un peu le sentiment que pour bon nombre d'enseignants, c'est un mot qui fait peur. Ne serait-ce pas un mot piège ? C'est un mot piège, et un mot piège à plusieurs niveaux. D'abord parce que souvent la représentation qu'on a de l'innovation, c'est celle qui nous est présentée dans les médias, c'est-à-dire une innovation qui serait le fait d'enseignants solitaires et rebelles, qui se rebelleraient contre la méchante institution qui les empêcherait d'innover. Il y a aussi souvent une présentation de l'innovation qui est valorisée dans les écoles privées, et notamment il y a en ce moment le développement du hors-contrat qui va beaucoup dans ce sens-là. Et il y a aussi, évidemment, et surtout, je pense, le fait que beaucoup d'enseignants du secteur public ressentent l'innovation aujourd'hui comme une sorte d'impératif avec un vocabulaire un peu managérial, etc. On parle de bonnes pratiques, on parle d'incubateurs, d'expérimentation. Enfin, il y a tout un vocabulaire qui fait fuir plutôt qu'il ne fédère. Et puis, surtout parce que l'innovation ressemble un petit peu aujourd'hui à une sorte d'injonction. On dit innover, innover, innover. Or, moi, ce qui me semble important, c'est d'essayer de combattre tous ces pièges communicationnels. Alors, si on les reprend rapidement, nous, ce qu'on défend, c'est plutôt une innovation qui est celle des collectifs, celle des équipes, plutôt qu'individuelle. Et je pense qu'en plus, on peut innover vraiment en respectant les textes. C'est pas forcément en se rebellant contre l'institution. Si déjà on appliquait les textes, on pourrait innover. C'est peut-être un peu paradoxal, mais j'y crois vraiment. Et puis aussi, et surtout, ce qui est important, c'est de considérer que l'innovation, ça ne doit pas être vécu comme une injonction, mais comme la valorisation de ce qui se fait déjà. Plutôt que de prescrire un idéal qui peut être vécu par certains comme culpabilisateur, il faut partir de l'existant. Il faut voir cette pédagogie ordinaire et bien considérer que beaucoup d'enseignants innovent sans le savoir, ou en tout cas expérimentent, cherchent dans leur classe. C'est pour ça d'ailleurs que nous, dans le rapport du CNIRE, on a préféré parler d'enseignants en recherche. Le mot enseignant-chercheur a été déjà pris, donc on a d'enseignants-chercheurs, d'enseignants qui expérimentent. Innover pour innover, ça n'a pas de sens. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en évidence le fait qu'il fallait innover au service d'un certain nombre de valeurs. Et c'est pour ça que, justement, on souhaite innover pour une école plus juste. Alors, enseignant-chercheur, le mot était pris. Oui, voilà. Il n'empêche que la réalité, c'est cela. Oui, tout à fait. Tous les enseignants, ils sont très rares, ceux qui ne recherchent pas. Tous les enseignants sont en recherche. Tous les enseignants sont en recherche. Alors, en recherche, la façon dont tu en dis de façon ordinaire, pourquoi pas ? Mais c'est bien de cela dont il s'agit, faire en sorte que l'on adapte son mode d'enseignement au public que l'on a, donc à ses élèves, et on le fait par la recherche. Et ce qui me semble important, c'est de considérer que le bon niveau pour l'expérimentation et l'innovation, c'est celui de l'établissement, bien justement. Évidemment. C'est-à-dire que il y a un terme qui revient très souvent dans notre rapport, qui est celui de compétences collectives. Je crois que ce qui est important, c'est que les innovations, quelles qu'elles soient, elles survivent aux individus qui les portent et qu'elles deviennent en fait le lieu d'une transmission, le lieu d'une construction d'une compétence, donc qui va être dans des établissements où on va pouvoir co-élaborer, partager et surtout aussi s'évaluer collectivement. Et donc le lien entre les enseignants est important, le lien aussi avec la recherche est important, et puis bien sûr l'idée d'une formation continue. On a une formule qui a été reprise aussi ailleurs, des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. C'est pour nous quelque chose qui est extrêmement important, parce que cette logique du développement professionnel, au plus près de la réalité des élèves dans les établissements, c'est quelque chose dont devraient se saisir tous les établissements par un plan de développement, par des heures dédiées pour cette coélaboration. Voilà, c'est tout ça à la fois qu'on retrouve dans nos propositions et qui sont
les lieux d'une plus grande efficacité. Quand on dit une école plus efficace, c'est peut-être justement une école qui construit de l'expérience collective, quoi. Et donc une école aussi plus autonome, une école qui permet de mieux se saisir de la réalité du terrain et de répondre aux difficultés qui se posent. Voilà. Alors, une expérience collective qui se construit, des enseignants qui apprennent, en fait, au niveau de l'établissement, ce sont des enseignants qui apprennent par les pairs. Entre autres. Alors, il est important aussi qu'il y ait un lien avec la recherche. On l'a évidemment. Également affirmé avec force dans le rapport. Et donc, par exemple, on évoque l'idée, alors qui est une idée là aussi assez répandue, d'amis critiques, c'est-à-dire d'enseignants ou de chercheurs qui pourraient venir apporter leur éclairage et puis aussi permettre de faire émerger justement les besoins et cette expérience dont je parlais tout à l'heure dans un travail collaboratif avec les enseignants de terrain. Bon, alors, innover pour une école plus efficace, à la limite, on l'entend assez facilement et de la façon dont tu l'expliques, on peut comprendre. Mais une école plus juste grâce à l'innovation, il faudrait peut-être apporter un peu plus d'explications. Oui, alors parce que innover pour innover, ça n'a pas de sens. Et la question qui est derrière, c'est justement celle du sens de l'innovation. On innove au service d'un certain nombre de valeurs. Nous, dans notre travail au CNIRE, durant ces 5 mois qui ont précédé la publication de ce rapport, on a été très sensible à la publication d'autres rapports, justement le rapport du CNESCO ou le rapport de PISA de l'OCDE, qui montrent tous quand même que la situation de l'école française est une situation marquée par les inégalités. Donc il nous semble important que justement on fasse de la lutte contre les inégalités, j'ai envie de dire presque une grande cause nationale. Il faudrait vraiment que toutes les innovations soient évaluées et construite autour de cette priorité-là. Donc, nous pensons aussi que, justement, la pédagogie peut permettre de lutter contre les inégalités. L'école doit faire sa part dans la lutte contre les inégalités, et la pédagogie, c'est une réponse. Alors, une pédagogie peut-être plus explicite, qui permette de donner du sens aux apprentissages, qui évite les ruptures trop brutales d'un niveau à l'autre, qui voit l'enfant dans sa globalité, et ça aussi c'est un aspect extrêmement important. C'est pour ça que ce qui était une grande richesse, par exemple, dans le rapport du CNIRE, c'était la présence de représentants des différents ministères, famille, justice, jeunesse et sport, etc. Et donc l'idée de fabriquer, de créer des alliances éducatives. La cohérence, c'est, à mon sens, une des conditions même de la lutte contre les inégalités. Lorsque les enfants, les élèves, comprennent que tout cela fait sens, tout cela s'agrège, je pense que c'est un élément important pour lutter contre les inégalités. La cohérence, elle n'est pas seulement entre les enseignants, elle est essentielle, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils travaillent collectivement, qu'il y ait de la coopération, mais c'est aussi avec les autres acteurs, les autres partenaires de l'école. Donc voilà, c'est tout cela qui doit être au service de la lutte contre les inégalités. C'est tout cela qui doit faire aussi que finalement les établissements devraient être évalués sur leur capacité à lutter contre les inégalités. Alors le Conseil, comme tout conseil d'ailleurs, fait des préconisations. Ouais. Ces préconisations sont le fruit, je dirais, d'une harmonisation au sein même du Conseil pour les prioriser ou pour les choisir. Je suppose que c'est comme ça que cela s'est fait. Oui. Mais moi, j'ai une question personnelle à te poser. Parce que, certes, tu étais dans ce Conseil et tu l'as présidé, mais j'aimerais que parmi l'ensemble de ces propositions, de ces préconisations, tu essaies d'en isoler une seule, qui, au regard de ton parcours personnel, au regard de, je dirais, de ton expérience, de tes valeurs personnelles, tu considères que c'est une préconisation importante, en particulier pour que cette innovation soit au service d'une école plus juste? Alors, merci de me poser cette question, parce que, en fait, je suis enseignant, mais je suis aussi un militant. Et j'aime beaucoup me définir comme ça. Et ce qui est à l'origine de mon militantisme pédagogique, c'est mon histoire personnelle. Moi, je suis enfant d'ouvrier et voilà, j'ai failli être orienté. Voilà. C'est souvent d'ailleurs un verbe intransitif en troisième.
et je crois que cette assignation à résidence qui est celle que trop souvent l'école pratique à l'égard des enfants des classes populaires, c'est ça qui m'indigne, c'est ça qui me révolte. Et donc pour moi, c'est vraiment la raison de mon engagement. Alors, par exemple, parmi toutes les propositions, il y en a une, là, je crois que c'est la 9, je ne les ai pas encore toutes par cœur, mais ça va venir, qui considère que justement il faut construire de la mixité professionnelle pour faire une école qui soit à l'image des élèves qu'il y a là en face d'eux et que l'on puisse justement avoir surtout une répartition des moyens qui soit vraiment égalitaire. Parce que ce qu'on est obligé de constater aujourd'hui, c'est que justement les dotations en moyens ne sont pas les mêmes partout. Même si on dit qu'il y a une éducation prioritaire, quand on regarde un petit peu la masse salariale et autres, c'est pas pareil partout. Donc c'est peut-être cette proposition-là, et puis aussi l'idée qu'on trouve également dans une autre proposition, parce qu'on fait des propositions, puis après on décline en un certain nombre de modalités possibles. C'est que les établissements, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, soient évalués au regard de la lutte contre les inégalités. Ça me semble vraiment des points essentiels. Puis bon, toutes les autres, finalement, sont traversées par cette conviction forte qui a été vraiment, pour nous, l'axe central. Ce qui est intéressant dans la manière dont on a travaillé, c'est que justement, on a commencé par le titre. On s'est mis d'accord sur le titre avant de rentrer dans le détail. Donc c'est bien que cette conviction que j'exprime là et qui est la mienne, et encore une fois merci de me poser cette question, parce que c'est vraiment pour ça que je milite, que je passe beaucoup d'heures, que je travaille depuis tant d'années sur ces questions, c'est la lutte contre les inégalités à l'école. Mais cette conviction-là, j'y réussis, et c'était pas trop difficile à faire, à ce qu'elle soit partagée par l'ensemble des membres du CNIRE. Merci beaucoup Philippe Vatrelot. Merci Claude Tran.